Maître Benewende Stanislas Sankara est notre invité du jour. Il est le coordonnateur du collectif Fraternité Burkina-Cuba. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de géopolitique, notamment le regard sur les relations entre Cuba et le Burkina Faso. Bonjour et bienvenue au DEJ. Bonjour M. Kaboré, bonjour à tout le monde. Déjà, parlez-nous de ce collectif Fraternité Burkina-Cuba. Quel est ce collectif et quel est son objectif? Merci de me donner cette opportunité de présenter le collectif Fraternité Burkina-Cuba. Mais avant tout propos, c'est pour moi également l'occasion de présenter mes sincères vœux à tous ceux qui suivent Watt FM et Truc TV et l'ensemble du peuple burkinabé, mes vœux les meilleurs pour un pays, le Burkina, de paix, de sérénité et surtout de développement harmonieux, profitable à tout le monde. Ceci étant dit, vous savez que Cuba est un pays qui a eu de par le passé, notamment sous la révolution du président Thomas Sankara, des rapports, j'allais dire, privilégiés. Et la présence diplomatique de Cuba au Burkina Faso ne date pas d'aujourd'hui. Et on se réfère également à l'implication du Cuba dans notre développement, dans notre tissu social, en particulier dans le domaine de la santé et de l'éducation. J'en veux pour preuve les médecins cubains qui travaillent au Burkina Faso. J'en veux également pour preuve plus de 600 jeunes que le Burkina Faso, sous Thomas Sankara, avait envoyés à Cuba pour être formés dans différents domaines. Et j'en veux également pour preuve beaucoup de domaines de coopération, notamment sous Fidel Castro, sinon j'allais dire depuis Fidel Castro à ce jour-là. De ce point de vue, j'ai eu personnellement la chance de faire une mission à Cuba pour comprendre qu'en réalité, ce peuple-là, depuis plus de 60 ans, notamment depuis 1962, est confronté à ce blocus, ce fameux blocus dicté par les Américains en signe de représailles contre Cuba, qui a choisi sa voie de développement, qui est le développement endogène, fondé sur le peuple cubain lui-même et qui a appris à prendre en main son destin. Cette philosophie de politique m'amène, en tant que sankariste, de me convaincre qu'en réalité, c'est une philosophie que les Burkinabés aussi ont adoptée, notamment sous la révolution démocratique et populaire, avec un slogan emprunté à Cuba. Nous nous sommes dit qu'il faut mutualiser nos efforts. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte particulier du Burkina Faso, nous avons besoin d'exemples. Nous avons besoin surtout d'exemples réussis, de modèles économiques profitables à notre pays. Voilà d'où est partie l'idée. Et nous avons essayé d'échanger avec un certain nombre de camarades, mais aussi avec l'ambassade de Cuba au Burkina Faso, pour essayer de voir est-ce que nous ne pouvons pas, entre Cuba et le Burkina Faso, jeter des passerelles, notamment de communication, d'échange d'idées, de partage d'expériences, qui pourraient en tout cas permettre, si vous voulez, à notre révolution actuelle de pouvoir se renforcer de l'expérience cubaine. Voilà d'où est partie l'idée, et finalement l'idée a été saluée par des associations, par des partis politiques, par même des individualités, des
personnalités qui ont adhéré à cette idée-là. Et si vous vous rappelez, nous avons déjà eu à publier dans la presse une déclaration qui expliquait un peu les objectifs. Et à partir de là, effectivement, nous essayons de travailler en partenariat avec l'ambassade de Cuba au Burkina Faso à travers son Excellence Madame l'ambassadrice. Déjà, on a suivi un peu l'actualité ces temps-ci. Au niveau de Cuba, on a vu le retrait de ce pays de la liste des pays soutenant le terrorisme. Pour un collectif qui soutient la fraternité entre le Burkina et ce pays, comment est-ce que vous appréciez une telle décision ? C'est dommage que dès lundi seulement, au moment où notre déclaration était diffusée, notre victoire a été vraiment de courte durée, puisque le président Donald Trump a remis Cuba sur la liste entre griffes de prétendus États terroristes. Mais avant, il y a eu justement ce bout d'espoir, l'appréciation ensuite, maintenant. C'est pas étonnant, parce que déjà en 2021, c'était déjà la position de Trump. Donc, les républicains ayant accédé, en tout cas, à la Maison-Blanche, on ne s'attendait pas à des miracles, en tout cas, par rapport à Cuba, vis-à-vis de la politique de Donald Trump. Mais, avant cela, je pense que c'était un devoir pour les démocrates, notamment pour Joe Biden, avant de quitter la Maison-Blanche, de respecter sa parole, mais c'était véritablement, pour moi, la politique de l'Autriche. Parce qu'il aurait dû le faire en début de son mandat. Ça amène beaucoup à dire que c'est peut-être un cadeau empoisonné. On offre quelque chose en sachant que ça va vite être... C'était même pas un cadeau. C'était même pas un cadeau. Parce que ce que Cuba exige aujourd'hui, c'est la levée totale du blocus. Et quand on regarde l'ensemble de la communauté internationale a justement soutenu Cuba sur la tribune de l'ONU pour dire que ce blocus doit être levé. Mais pourquoi les États-Unis s'entêtent de façon unilatérale à maintenir ce blocus? Pour moi, c'est la preuve d'une domination impérialiste américaine exercée sur Cuba depuis 63 ans bientôt. Depuis 63 ans. Et cela est important pour notamment les pays africains qui aujourd'hui travaillent à la rupture, travaillent à recouvrer leur véritable indépendance, leur souveraineté. L'exemple de Cuba est là de façon palpable, et si je veux transposer même sur les relations entre le Burkina ou un certain nombre de pays francophones, si vous voulez, avec la France, c'est exactement mutatis mutandis ce qui se passe entre Cuba et les États-Unis. C'est comme aujourd'hui nos rapports avec la France. Un pays veut sa souveraineté pour travailler, pour se développer, et il y a quelqu'un qui dit non, je vous empêche parce que votre développement m'empêche de dormir. C'est là toute la problématique. La différence, c'est déjà qu'à Cuba, cela dure depuis une soixantaine d'années. Comment se passe la résilience au niveau des Cubains, pour vous qui avez un peu l'expérience de ça? Vous savez, Cuba fait partie des pays les plus développés de cette planète, malgré ce blocus. Et Cuba est un pays leader dans le giron des pays latino-américains. C'est Cuba d'ailleurs qui est à la tête de l'ALBA, qui est, si vous voulez, un regroupement de pays donc latino-américains qui travaillent à coopérer pour se développer et qui jettent d'ailleurs le pont avec le Sud dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Si vous vous rappelez, il y a eu des tentatives, notamment dans cette coopération Sud-Sud, notamment les relations entre les pays dits du tiers-monde avec ces États-là, parce que, pour moi, la vision de Cuba était qu'on puisse aboutir à un monde équilibré, un monde
plus juste, avec des rapports qui ne soient pas des rapports de domination, mais des rapports de coopération gagnant-gagnant. Mais comme vous posez la question de savoir, si vous partez à Cuba, d'abord ce qui est caractéristique, c'est la discipline de ce peuple-là. La discipline, la résilience, sa façon de pouvoir aborder les problèmes dans la sérénité et de résister contre justement cette domination impérialiste qui ne peut même pas prospérer. De deux, Cuba a su développer une politique diplomatique très active. Parce que Cuba a soutenu aussi des pays justement qui ont cette vision-là. Je prendrai par exemple le cas du Venezuela. Aujourd'hui, le Venezuela qui mène une révolution bolivarienne qui a été propulsée par Hugo Chavez, et nous avons Nicolas Maduro qui vient d'ailleurs d'être consacré président pour un mandat de 6 ans. Vous voyez que tous ces pays nous renvoient des sillons pour dire qu'un autre monde est possible. Voilà pourquoi moi je pense que si on regarde le développement économique et social de Cuba, malgré ce joug-là, malgré tous ces obstacles, eh bien, on est fier de la politique qui a menée dans le sillage du président Fidel Castro. Alors, quand on regarde, voici deux pays qui à quelque part sont intimement liés par l'histoire. Vous l'avez rappelé en début d'émission avec la période révolutionnaire que nous avons connue au Burkina. Aujourd'hui, quel est l'état des relations entre le Burkina et Cuba? Non, mais les relations sont excellentes. Les relations sont très bonnes en ce sens que nous avons de part et d'autre des missions diplomatiques. Nous avons des ambassadeurs de part et d'autre. Et je crois que la présence de Cuba ici également est manifeste à travers la coopération. J'ai parlé tout à l'heure des médecins, j'ai parlé également de la possibilité que des Burkinabés ont d'aller se former à Cuba. Mais vous savez, Cuba, c'est pas la porte d'à côté. Alors, c'est très loin, et puis il y a la barrière linguistique également. Mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, cette coopération effective, seulement nous souhaitons qu'elle soit renforcée. Qu'elle soit renforcée au plus haut niveau. Je vois par exemple qu'avec le Venezuela, le Burkina Faso a une commission mixte de coopération sur un certain nombre de dossiers très importants pour le développement réciproque des deux pays. Et tout dernièrement, d'ailleurs, les plus hautes autorités ont été invitées à l'investiture du président Maduro. Justement, le président de l'Assemblée législative. Tout à fait. C'est pour dire que le Burkina a sa vision diplomatique d'ouverture vers le monde, puisque souvent je dis, il ne faut pas que les États nous imposent leur option diplomatique, parce que chacun y va en fonction des intérêts nationaux. Donc nous avons une coopération en tout cas qui est excellente, qui mérite simplement d'être renforcée. Quand on regarde aujourd'hui le Burkina, on connaît ses réalités. Le Burkina a des défis liés à sa sécurité, à des défis humanitaires. Le Burkina est en quête de souveraineté. Le Burkina veut une certaine résilience au niveau de l'aspect alimentaire. Qu'est-ce que Cuba peut nous apporter dans ce sens? Vous l'avez dit tantôt, le Cuba mène également une lutte par rapport à l'impérialisme et tout, mais en termes de sécurité, en termes également de souveraineté alimentaire et tout, quel peut être l'apport pour le pays des hommes? Alors, d'abord, ma vision de la sécurité de façon générale, de la paix universelle, c'est avant tout l'homme. Il faut avoir pour le monde entier des hommes de paix qui cultivent l'amour et la fraternité entre les peuples. Et Cuba a suffisamment montré beaucoup de cet exemple-là depuis fort longtemps dans sa coopération avec les États. Autre chose, au plan politique, Cuba a toujours milité pour un certain nombre de valeurs, dont la liberté. Cela est fondamental
dans la dignité humaine. Et pour avoir un pays sécurisé, il faut une unité nationale autour de ces valeurs-là. Et Cuba a démontré, depuis le président Fidel Castro, que seule l'unité de tous les Cubains était indispensable pour faire face à l'ennemi. Donc, nous avons besoin d'abord au Burkina Faso de cet exemple de solidarité entre nous Burkinabés, d'union entre nous Burkinabés, d'unité nationale entre nous Burkinabés pour les mêmes objectifs. Deuxièmement, dans la coopération, il peut y avoir plusieurs volets. Il y a la coopération militaire, il y a la coopération diplomatique, comme je le disais tout à l'heure. Mais il appartient au Burkina Faso de poser clairement ses préoccupations, comme il le fait avec la Russie, comme il le fait avec d'autres pays, comme la Turquie, pour voir qu'est-ce que Cuba peut apporter dans d'autres secteurs, en dehors des secteurs dans lesquels il intervient déjà. Alors, Maître Benoni Sankara, actualité oblige, on parle aussi d'autres aspects. On a tantôt parlé en début d'émission de Donald Trump qui justement a retiré votre choix qui a été de courte durée avec la levée de Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce que vous percevez le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, un président qui, on le sait, à son premier mandat, il est taxé de n'avoir pas mis le pied sur le continent. Est-ce que l'Afrique peut espérer quelque chose de ce président? Alors, M. Kaboré, moi j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis 2 fois de suite pour l'investiture du président Barack Obama. Dès la convention de 2004 et celle de 2008, si je ne me trompe pas, ou 2008 ou 2012, je n'en sais plus rien. L'Afrique toute entière avait espéré que le président Barack Obama, qui est un demi-africain aux États-Unis, président des États-Unis, la plus grande puissance du monde, si vous voulez, allait faire des miracles pour l'Afrique. Le seul miracle que j'ai vu, c'est son discours à Accra, où en réalité il disait aux Africains, prenez votre destin en main. Je suis élu pour un pays, mon pays, qui sont les États-Unis. Il est resté président des États-Unis. Et ce que les Africains doivent regarder, c'est à l'investiture, vous avez vu tous les présidents en vie des États-Unis, ils étaient là, autour du président Donald Trump. Mais en amont, la bataille démocratique pour prendre le pouvoir, c'était pas aisé. Mais dès lors que quelqu'un a été élu, tout le monde fait chorus autour, dans l'unique intérêt des États-Unis. D'ailleurs, son slogan, je pense qu'il a emprunté même au Burkina Faso, il dit l'Amérique d'abord. Et c'est ça l'image qui nous interpelle. Parce que une politique divisionniste n'apporte aucune solution au développement d'un pays, au progrès d'un pays. C'est pas possible. Et quand Donald Trump est arrivé, il a été élu sur la base de son programme. Et tout de suite, il a pris des décrets allant dans le sens de son programme. Mais il ne, j'allais dire, il s'en fout de qu'adviendra-t-il par rapport aux autres États. Il dit, c'est dans l'intérêt de mon pays, même si c'est critiquable. Vous prenez par exemple le retrait des États-Unis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour moi, c'est terrible. C'est un domaine extrêmement sensible qui touche surtout aux populations vulnérables comme les populations africaines. Mais ce n'est pas le problème de Donald Trump. Il dit, je retire mon pays, les États-Unis, de l'organisation, et il l'a fait. Tout comme dans le domaine du climat, avec la dénonciation des accords de Paris. Ça veut dire quoi? Je me résume simplement pour dire, les républicains sont arrivés avec une vision. Vous voyez déjà que les frontières, notamment avec le pays comme le Mexique, il dit l'état d'urgence sera déclaré. Ça veut dire qu'ils mènent une politique exclusivement protectionniste des États-Unis dans le
sillage, dans le sens, dans sa vision politique et bien sûr dans également l'idée de protéger ses alliés. Et je pense que de ce point de vue-là, eh bien, chaque pays développera ses rapports désormais avec les États-Unis en tenant compte de ses propres intérêts. Je ne crois pas à une politique de rupture en tant que telle. C'est une politique de continuité de sa vision quand il a été élu antérieurement. Entre-temps, il y a eu la rupture avec les démocrates, notamment l'arrivée de Biden au pouvoir, et il a tout de suite essayé de remettre en cause beaucoup de décisions des démocrates pour conforter la vision républicaine. Est-ce qu'il serait peut-être erroné de dire qu'avec le retour de Donald Trump, ayant donné les enjeux géopolitiques et géostratégiques, est-ce qu'il serait erroné de se dire aujourd'hui que, vu l'implication, vu la déportation de la crise russo-ukrainienne au Sahel, on pourrait espérer un changement à ce niveau? Vous savez, il le dit et il le répète, tout est question des intérêts en présence. Mais moi, ma préoccupation, c'est ce qui nous concerne. C'est-à-dire, si on déporte une guerre qui n'est pas la nôtre, dans notre espace, alors que faisons-nous? Est-ce à dire qu'il s'agit purement et simplement d'un effet collatéral et que les pays du Sahel sont appelés justement à faire face? Mais nous ne devrions pas être dupes pour comprendre que depuis l'Antiquité, pour ne pas parler, pour me limiter à 1885, avec le partage de l'Afrique, que l'Union européenne, en tant qu'entité, en tant que bloc des pays européens, et les États-Unis, plus la Russie, en tant qu'entité, en tant que grande puissance mondiale, nous, pays africains, nous devrons faire très attention pour ne pas tomber dans un piège de calcul, j'allais dire, politique, à but d'exploiter encore l'Afrique. Évitons cela. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il faut saluer la naissance de l'AES. Parce que l'AES est là avec 3 pays qui se battent pour dire, désormais, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser compter. Nous allons d'abord capitaliser nos ressources dans les limites de notre frontière, essayer une rupture et revoir tous les accords de coopération avec les autres pays. Si cela est renforcé, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas venir forcer les pays du Sahel pour s'imposer, à moins que ça ne soit une guerre déclarée. Et je ne pense pas que la communauté internationale, en tout cas en 2025, voudrait de guerres stupides comme on en voit un peu partout. Je l'ai dit, actualité oblige, il y a des aspects que je ne peux m'empêcher d'évoquer avec vous. On ne vous a pas aussi assez entendu sur un autre aspect. Il s'agissait de ces propos tenus par le président français Emmanuel Macron, le président français qui estime que certains chefs d'État africains n'ont pas été assez reconnaissants, n'ont pas su dire merci à la France. Il y a eu des réponses, dont celui du capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce que Maître Benjamin Sankara répond par rapport à de tels propos? Je pense que le président du Faso a déjà répondu au nom du peuple burkinabé. Donc je m'aligne à la réaction donc, du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais je vais plus loin pour dire que, en tout cas, au niveau de l'UNIL MPS, parti auquel j'appartiens et dont j'étais le président, nous avons toujours, depuis l'arrivée de Macron, dit de faire très attention. Et quand il est venu pour la première fois au Burkina Faso, à l'époque, si vous vous rappelez, nous avons dit l'image que ce président renvoie, il y a 2 choses. D'abord, il y a la jeunesse qui est interpellé parce que lui-même étant jeune, mais ce qu'il oublie, c'est que les rapports dans les mentalités et dans les mutations
ont changé. L'école où Macron a été, beaucoup d'Africains, beaucoup de Burkinabés y ont été même meilleurs que lui. Donc vous comprenez que Macron est resté dans la peau et dans l'âme un véritable néocolonialiste qui ne comprend rien à l'Afrique et à ses mutations. Donc de tels propos, ce n'est pas étonnant quand on connaît un peu l'homme dans ses errements et dans ses égarements. Donc nous disons simplement que nous restons dans la sérénité en ce qui concerne le Burkina Faso et un certain nombre de pays africains pour dire que plus rien ne sera comme avant. Je termine par une question sur l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes à quelques jours, à une dizaine de jours du délai qui avait été donné par la CEDEAO. Et pendant que nous sommes dans l'attente, un pays, le Togo, avec son ministre en charge des Affaires étrangères, le professeur Dussey a laissé entendre que le Togo n'est pas insensible à une entrée au sein de l'espace AES. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels peuvent être les avantages politico-sécuritaires et aussi économiques pour l'AES de voir le Togo arriver? Oui, il y a le Togo, mais j'ai suivi aussi les officiers militaires du Bénin qui disent plus ou moins, peut-être à demi-mot, la même chose. Et vous avez aussi le discours d'un certain nombre de pays qui a fondamentalement changé. Vous pensez peut-être au Tchad? Au Tchad, même au Sénégal. Suivez par exemple le dernier discours prononcé en Côte d'Ivoire par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Donc, la dynamique de la rupture est amorcée dans l'unique objectif d'apporter aux pays africains leur souveraineté et leur indépendance. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, ce qui concerne de façon stratégique ou même tactique, la décision éventuelle du Togo de rallier à l'AES, pour nous, c'est salutaire. Parce que d'un point de vue d'abord de la géographie, et puis je pense aussi de la vision politique, ça vient renforcer l'AES et ça va donner également à d'autres pays qui sont peut-être hésitants de se prononcer clairement pour l'adhésion à cette dynamique communautaire. Moi, je pense en tout cas que ça n'a que trop duré. Maître Bénédé Stanislas Sankara, merci d'avoir accepté. C'est moi qui vous dis merci. Cette invitation. Ce fut un plaisir. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. Merci sur le FM donc ce numéro du Déj Matinal Info. Merci pour votre constante fidélité à nos programmes. En attendant bien sûr de vous retrouver, Dieu voulant, pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. True TV, la télé interactive.